Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre serial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute. Bon ça fait un long bail qu'on ne s'est pas vu, Teddy, et là on est en début d'année 2022. Je pense que on peut se dire bonne année, même si les gens entendront ça peut-être au mois de mars ou au mois d'avril, j'en sais rien, on verra bien, on va se laisser porter. Mais ça fait un bail qu'on s'était pas vu. Ben oui, ça fait un moment. On s'était pas parlé depuis novembre, il me semble, Ouais, je pense, début novembre. Ouais. Donc il s'en est passé des choses depuis, oui. Alors vas-y, raconte-nous ce qui a pu se passer, puisque la dernière fois qu'on s'est parlé, tu l'avais annoncé, si je me trompe pas, dans le podcast, où Oui. tu nous avais dit que tu partais en road trip au Mexique, donc avec moins de connexions et autres. Donc on a envie d'en savoir plus, savoir où tu as été vivre des aventures. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que donc fin novembre, autour du 25, alors j'ai plus la date exacte, mais dans ces eaux-là, je suis parti en bus direction la capitale, direction l'aéroport plutôt. Pour prendre un avion direction Mérida, donc dans le sud-est du pays, dans l'état du Yucatan. Donc c'est généralement dans l'état du Yucatan et Quintana Roo, c'est les deux états, on va dire, les plus touristiques et plus connus en tout cas du touriste étranger. C'est là où il y a tous les cénotes et les villes, on va dire, un peu plus orientées vers la fête, comme Cancun, tout ça. Donc j'ai pris l'avion direction Mérida. Et l'idée donc c'était pendant un mois en fait de remonter vers Querétaro via uniquement les bus et les transports que je pouvais trouver à ce moment-là. Donc j'avais une idée d'un itinéraire en tête, mais modifiable à tout moment comme d'habitude. Donc je suis arrivé à Mérida et j'ai passé, il me semble, 2 jours à Mérida, où je suis allé visiter aussi un village qui est pas loin, le village d'Izamal. Donc c'est donc à la différence de Querétaro, dans le Yucatan, c'est plus plat. Le climat est plus chaud, plus humide. On va dire les seules hauteurs en fait qu'il y a un peu dans cet état-là, c'est tous les pyramides en fait, les ruines mayas. Donc moi j'avais l'image au Mexique, il y avait peut-être une ou deux, trois ruines. En tout cas on nous vend souvent les plus connues, mais en fait il y en a énormément. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Donc j'ai orienté, on va dire, mes 2 premières semaines sur la visite, en tout cas la première semaine sur la visite des ruines et des cénotes. Donc les cénotes, pour rappel, donc c'est des gouffres où on peut se baigner en fait. Donc soit parfois des gouffres qui sont ouverts, donc il y a 3 types de cénotes. Il y a les gouffres totalement ouverts, les gouffres, on va dire, semi-ouverts, semi-fermés. Donc là, on est dans une cave, mais il y a quand même un trou qui fait passer en fait la lumière du jour, et d'autres qui sont totalement fermés. Donc là, c'est dans des grottes et on peut se baigner. Donc c'est très populaire, on va dire, dans cette zone-là. La plupart des touristes sont à la recherche de ça, et c'est des endroits en fait qui sont merveilleux. Donc je m'étais renseigné pour faire, on va dire, les cénotes, les principaux cénotes, et en fait en arrivant à la ville de Valladolid, donc qui était la deuxième ville étape, en parlant avec des locaux, on m'avait conseillé de louer une voiture, parce que si j'allais, on va dire, aux cénotes qui étaient accessibles par les transports en commun, honnêtement ça aurait été des cénotes un peu plus chères. Même si pour nous, quand on fait la conversion au niveau du tarif, ça reste très accessible, mais on va dire plus cher et plus gorgé de touristes en fait. Mmh. Donc moi, comme j'étais dans la recherche d'endroits un peu plus reculés, donc j'ai loué une voiture, donc via un particulier, et qui m'a conseillé d'ailleurs des cénotes, on va dire, un peu plus cachées, et aussi j'ai profité de prendre des routes un peu au hasard et de suivre en fait les indications. Donc il y a des indications parfois, c'est noté ici, et ça m'a permis de tomber sur des cénotes en effet où j'étais tout seul à chaque fois. Donc ça c'était super, parce que du coup j'avais un endroit merveilleux pour moi tout seul, et c'était génial. Et puis donc d'un cénote on me conseillait un autre aussi qui était un peu plus aussi reculé du tourisme, donc c'était super.
Et aussi le fait de prendre du coup la voiture donc sur des routes plus de campagne, plus reculées, ben, ça permet de passer dans des villages où on voit vraiment on va dire le Mexique profond, les gens comment vivent et ça c'était cool. Donc c'était cool d'avoir la voiture et d'être un peu libre en fait d'aller aux endroits que je souhaitais. Donc ça m'a permis aussi d'aller avec la voiture d'aller voir les ruines. Bon la plus connue c'est Chichen Itza. Donc c'est l'endroit en tout cas les ruines qui sont les plus visitées les touristes étrangers, les plus connus en tout cas. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui est énorme, ça vaut le coup de le voir. C'est blindé de touristes forcément, mais c'est vraiment chouette. Mais à savoir qu'il y a beaucoup d'autres ruines aussi, donc si les gens veulent voir d'autres ruines un peu plus reculées où il y aura moins de monde, il y en a énormément et qui sont aussi impressionnants. Donc j'ai été voir donc c'est les ruines de Chichén Itzá, les ruines de Coba. Donc c'est toujours dans le même état, dans l'état du Yucatan. Et en fait, quand j'ai loué la voiture, je suis resté 4 nuits à Valladolid, qui est dans le centre de Yucatan, et qui me permettait de me connecter justement avec plein de cénotés, d'être d'être libre de mes mouvements. Pour la petite histoire, il y a même un cénoté où je suis tombé dessus vraiment par hasard. J'ai pas le nom sous les yeux parce que c'est qu'en plus je prononce très mal les noms dans ces endroits-là. Mais en fait, c'est un cénoté d'un particulier, donc qu'il avait dans ses terres et qu'il a donc sa famille vit là depuis 3 ou 4 générations, il m'avait dit. Et en fait, il m'a montré, donc il est en train d'aménager l'endroit et il m'a montré en fait qu'il a découvert des grottes encore il y a 2-3 mois. Donc c'était génial de voir ça en fait. Donc il me montrait en fait, il m'a amené via une petite échelle, un souterrain et des grottes. Donc il n'y a pas encore de lumière d'installation pour le tourisme, mais on est descendu avec une lampe torche et il m'a montré ça. Et 2-3 semaines avant mon arrivée, en fait, il a aussi découvert une autre grotte où là, par contre, il y a de l'eau et il estime à 1 km². Et donc, il creuse tout lui-même, en fait. Et je trouvais ça génial de voir dans les yeux de cette personne c'est incroyable, en fait, de découvrir un endroit naturel encore de nos jours comme ça. Et sachant que sa famille vivait là depuis 2, 3, 4 générations et qu'ils n'ont jamais découvert ça. Donc je trouvais ça super. J'avais qu'une envie, c'était de rester avec lui et dire je vais creuser avec toi et on va découvrir ça tous ensemble. Ça m'étonne pas de toi. Non, mais c'est vraiment chouette. Je trouvais ça, surtout qu'il me montrait, c'est beaucoup de travail, quoi, parce qu'il creuse tout lui-même. Donc, voilà. Et puis, ça peut être dangereux aussi. Mais je trouvais ça dingue, en fait. Donc, voilà, ça m'a permis, en fait, de tomber sur des cénotés un peu comme ça, de manière très hasardeuse et de me retrouver souvent seul, en fait, dans ces cénotés. Et pendant ces jours-là, tu te logeais dans des conditions particulières? Comment t'avais organisé tout ça? Alors en fait, j'avais pas pris ma tente pour ce mois-ci parce que j'avais aucune idée vraiment sur le niveau d'insécurité. C'est vrai qu'il y a tellement de l'image qu'a le Mexique, donc j'étais pas trop rassuré. Donc je me suis dit, je vais pas prendre la tente parce que au final, je vais peut-être pas l'utiliser. Et au final, je me rends compte que j'aurais pu l'utiliser. Il y a beaucoup d'endroits où c'était possible de camper et en toute sécurité. Ça se fait. Donc c'est un peu dommage d'avoir cette image. Bon, c'est vrai qu'il y a de l'insécurité dans certains endroits, mais on peut très bien vivre et faire du tourisme aussi comme dans notre pays, tout en prenant des précautions. Donc j'étais la plupart du temps en fait dans des auberges. Okay. Donc j'allais au moins cher, honnêtement. Je cherchais sur Booking, j'allais au moins cher. Donc si ça tombait sur un dortoir, c'était sur un dortoir. Et parfois j'ai eu la chance, je voyais qu'il y avait peut-être 1 euro de différence pour un lit seul dans une chambre. Donc là, quand c'est comme ça, je me prenais le luxe de payer 1 euro en plus pour être seul. Mais oui, donc j'étais toujours en auberge et je réservais en fait du jour pour le lendemain parce que j'avais pas, je savais pas comment allait avancer en tout cas le trip. Donc après donc Valladolid où donc j'ai rendu la voiture. Pour la petite anecdote, j'ai pris des 2 jeunes espagnols aussi en stop. C'est étonnant. Ce que j'ai vu, c'était en retour de visite d'une ruine, fin de journée, il y allait faire nuit, je vois 2 jeunes voyageurs. Je me suis dit, bon, je vais les prendre. Et ils étaient heureux parce qu'en fait, ils avaient loupé leur bus, ils n'avaient aucune idée de comment rentrer. Et donc, on a échangé ensemble et ils étaient super contents. Et du coup, ça m'a aussi orienté vers une autre histoire qu'ils m'ont racontée, parce que c'est qu'on nous parle souvent de la police, de la corruption qu'il peut y avoir aussi au Mexique. Et on a été contrôlé avec eux 2 fois. Et ça s'est très bien passé, 2 contrôles de routine rien d'anormal. Sauf qu'ils m'ont raconté qu'ils avaient loué une voiture à la capitale
Et une fois, lors d'un contrôle, le policier est monté dans la voiture et l'a emmené tout simplement au guichet pour retirer de l'argent et lui donner de l'argent. Donc oui, ça existe, ça existe malheureusement et j'aurais une autre histoire d'ailleurs après à propos de ça, parce que forcément il fallait qu'il m'arrive à moi quelque chose aussi. Normal. donc ça m'a permis de me dire bon, ok, ça existe, on fait attention. Je dis pas que toute la police est corrompue ici, il y a des gens qui font très bien leur métier aussi, mais voilà, ça peut être très intense et faut faire attention. Donc après le séjour à Valladolid de 4 jours avec la location de voiture, alors en fait avec l'idée c'était après d'aller vers Cancun et Playa del Carmen et Tulum qui sont 3 villes très 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 touristiques. Et lorsque j'avais la voiture, je suis passé une demi-journée à Tulum et en fait ça m'a fait un peu plus fuir qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est pas ce que je recherchais, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y a beaucoup de touristes là-bas pour faire la fête, tout ça a l'air incroyable. Et il y a beaucoup d'activités organisées pour le tourisme, donc ça je trouve ça doit être super, mais voilà, c'est pas ce que je cherchais, j'ai l'impression de plus être au Mexique vraiment. Donc du coup, en fait, après que j'ai rendu la voiture, au lieu d'aller vers Cancun et ces villes-là, j'ai directement zappé et je suis allé un peu plus au sud sur cette côte à Bacalar. Alors Bacalar, c'est un petit endroit merveilleux en fait, donc là c'est pas la mer, c'est un lagon, donc eau transparente, turquoise, magnifique. Donc là, je suis resté vraiment au repos. On a profité de l'eau, on a loué un canoë et voilà, j'ai profité, c'était super. Donc voilà, en fait, j'ai zappé ces 3 villes qui étaient sur mon itinéraire où l'eau, par contre, de ces villes-là, l'eau de la mer, enfin, c'est la plage des Caraïbes, donc les plages incroyables. Je suis quand même arrêté à une de ces plages-là. C'est vrai que ça fait rêver, hein, c'est paradisiaque. C'est juste que voilà, c'est pas ce que je recherchais à ce moment-là, d'être dans un endroit super touristique et de pas me sentir dans le vrai Mexique, on va dire. Donc j'ai zappé un peu, voilà, cette étape-là. Je suis allé à Bacalar. Donc je conseille vraiment Bacalar parce que c'est pas encore trop touristique. C'est-à-dire qu'il y a du tourisme, mais c'est relativement calme. On m'a dit que selon les saisons, ça peut être un peu plus animé, mais en tout cas, voilà, c'est pas encore trop connu du touriste étranger, et du coup, voilà, on peut s'y retrouver tranquillement, et c'est un endroit sublime. Suite à ça, donc là, j'ai pris un premier long bus, on va dire, enfin, long bus comparé aux autres qui étaient on va dire quand même déjà de 5-6 heures à chaque fois, les bus entre les villes. Ouais. Là, j'ai pris un bus, il me semble, c'était de 11 heures à peu près. Et bus de nuit. Alors, c'est vrai que les bus au Mexique, il y a tout type de catégories. C'est-à-dire qu'il y a, pour les longs trajets, des bus vraiment tout confort, les prix sont abordables. Mais souvent, quand on voyage comme ça, on se dit, bon, on va essayer de gagner quelques euros, on va aller prendre sur le bus en dessous. Moi, toujours ce que je dis, le plus important, c'est qu'il y a une toilette, parce que pour plusieurs heures de bus. C'est clair. Voilà. Mais en tout cas, les bus très confortables. Et c'est juste cette fois-ci, j'avais pris un bus un peu moins cher. Et je me suis dit, bon, voilà, si ça m'amène au même endroit, il y a une toilette, je me suis dit, ça va être très confortable. Bon, là, c'était un peu plus... quand je suis rentré dans le bus, ouais, c'était... On va dire, j'ai l'impression qu'il y avait des virus qui étaient créés dans ce bus. Vraiment, c'était un peu plus... Ouais, ça m'a un peu surpris quand je suis rentré. En plus, j'étais le seul à rentrer, parce que à Bacalar, il y avait que... En fait, ils s'arrêtent juste pour prendre des personnes, et j'étais le seul, et le bus était déjà rempli, donc... J'étais le seul étranger, tout le monde me regardait, qu'est-ce qu'il fait là? Mais voilà, j'ai dormi et je me suis dit, mes affaires personnelles, elles vont rester bien sur mes genoux, on va faire attention quand même. Mais en tout cas, donc le bus, c'était pour aller vers Palenque, donc là, qui est dans un autre état. Donc après avoir fait l'état de Yucatan et Quintana Roo. Donc là, je suis allé dans l'état de Chiapas. Donc l'état de Chiapas, il est connecté avec la frontière du Guatemala, qui a la réputation généralement d'être un état un peu plus dangereux, où faut se méfier. Sur les routes, on m'a dit que souvent il y a des contrôles des communautés locales, donc qui demandent de l'argent directement. Sinon, on passe pas. Donc, on m'a dit voilà de faire attention, mais je suis allé à Palenque tout simplement parce qu'il y a des ruines à Palenque qui valent vraiment le coup d'être visitées, qui sont au milieu de la jungle en fait, et qui donnent un côté vraiment un peu plus sauvage aux ruines, donc vraiment très très bel endroit. Après, la ville en soi, pas cette ville qui m'a le plus... Bon, rien de particulier, contrairement aux autres villes, par exemple Valladolid, Mérida, que j'ai fait, où là c'est plus dans le style colonial, donc très coloré. Souvent les villes sont très colorées, donc
avec le soleil en plus, ça donne envie juste de se perdre un peu dans les rues comme ça de manière très très hasardeuse. Mais voilà, donc Palenque a très jolie ruine. Donc vraiment, je suis vraiment passé, j'ai passé une ou deux nuits là-bas. Mais voilà, c'était juste pour visiter les ruines et rien de plus. Et donc là, de Palenque, j'ai continué vers l'état. Donc l'idée, c'était d'aller vers l'état de Oaxaca, mais en passant par une autre ville qui s'appelle Tuxtla. Et en fait, entre Palenque et Tuxtla, donc c'est là où il m'arrivait il fallait qu'il m'arrive quelque chose. Donc dans le bus, donc j'étais dans le bus simplement et tous les rideaux sont tirés en fait dans le bus pour pas que le soleil rentre et qu'il fasse que ce soit un four dans le bus. Oui. Donc moi j'avais tiré mon rideau, j'étais avec mon téléphone en train de regarder un film et de me reposer. Et d'un seul coup le bus s'arrête et c'est très fréquent qu'il y a des contrôles de police dans les bus. Surtout dans l'état de Chiapas, surtout parce que comme il y a beaucoup d'immigration clandestine, donc il y a beaucoup de contrôles. Et là, donc je vois un policier qui me demande les papiers, donc bon, passe très, j'ai mes documents sur moi, sauf qu'en fait je me rends compte que j'ai que ma pièce d'identité française et mon passeport est resté en soute, chose que je ne fais jamais en plus. Mon passeport est toujours avec moi. Et là, forcément, il fallait que ça m'arrive. Donc là, il me demande mon papier, pour le visa et le passeport, et je lui dis que c'est en dessous, donc il commence un peu à me gronder gentiment, me dire il faut que j'ai ça sur moi. Je lui dis on va descendre et je vais vous montrer mes papiers sans problème. Et là, je descends et je me rends compte, je sais pas à l'endroit où je suis, en fait, vu que j'avais rien vu, vu que les rideaux étaient tirés. Et là, je vois beaucoup de militaires. Bon, puis ils sont souvent, que ce soit la police, les militaires, tout ça, sont lourdement armés ici, donc c'est toujours un peu impressionnant. Et donc là, il me demande mon passeport, je lui montre mon passeport sans aucun souci. Et il avait toujours ma pièce d'identité en main. Et donc il me montre mon passeport, il me rend mon passeport, mon visa. Voilà, pas de problème, je remonte dans le bus. Et au bout de 2-3 minutes, une fois que le bus a démarré, je me dis mais il m'a bien tout rendu en fait. Parce que sur le coup, j'étais un peu, c'était un peu impressionné par la quantité en plus de militaires qu'il y avait. Donc là, la pression était un peu montée. C'est toujours impressionnant, surtout dans l'état de Chiapas, on m'a dit de vraiment me méfier, donc on s'imagine toujours le pire. Et là, en fait, au bout de 2-3 minutes, je me dis bon, je vais vérifier et je regarde passeport, visa, pas de souci. Et là, il manquait ma pièce d'identité française. Et quand je vois quand je me rends compte de ça, j'ai l'image où je le vois lui le mettre dans sa poche. Mais sur le coup, j'avais pas réalisé, mais c'est là avec du recul, ah oui, je l'ai vu mettre dans sa poche. Et du coup, je réfléchis 2 secondes, je me dis est-ce que ça vaut le coup que je descende, je vais rechercher ma pièce d'identité, sachant que je suis au milieu de nulle part, quoi, c'est la jungle en plus, dans cet état-là. Et je vais voir le chauffeur et je lui explique, et il me dit écoute, je peux rien faire. Je dis vous pouvez pas faire demi-tour. Je dis on vient d'arriver, on vient de partir. Il me dit non, je fais moi je peux pas. Il me dit par contre tu peux descendre, mais je t'attends pas. Wow. Et là, j'ai 10 secondes pour réfléchir, me dire est-ce que je descends et je perds mon bus, je sais pas quand est le prochain, je sais pas où je suis au milieu de rien, dans un état qui est pas très recommandé de rester au milieu de nulle part comme ça. Donc là, j'insiste et je dis s'il vous plaît, je cours et j'y vais, tape chrono, 10 minutes, j'y vais et je fais au plus vite, quoi. Et il me dit, et là, bon, il voit que j'étais un peu stressé, il me dit, ok, et dans 10 minutes, si t'es pas là, moi, je suis parti. Donc là, on joue qui tout double, on laisse forcément, mon sac est dans le bus, tout est dans le bus. Je prends juste mon passeport et mon téléphone. Et j'étais en tongs, forcément. Donc je me mets à courir en tongs, en plus il fait une chaleur pas possible là-bas. Et je cours vers l'endroit d'où je venais, je savais pas c'était quoi en fait, donc je commence à courir le long de la route. Et là en fait je me rends compte que c'est une sorte de base militaire en fait. Et moi sans réfléchir, je rentre en plus par la sortie où je vois qu'ils sont tous armés. En fait dans le stress de perdre le bus et mon sac, je me mets à courir sans même prévenir les soldats que j'étais à l'entrée. Et du coup, il me regarde, il y en a un qui se met en travers de mon chemin, forcément, il me demande qu'est-ce que je fais. Je lui dis, écoutez, on m'a pris ma pièce d'identité, je saurais pas vous dire qui, quand. Je dis, ça vient d'arriver et je sais pas quel endroit exactement. Et il me dit, je lui demande s'il y a un point d'immigration. Il me dit, si, c'est à l'autre bout de la base. Donc là, je me mets à courir tout le long de la base avec tous les militaires qui sont tout au long prêts à tirer au moindre. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je retrouve l'officier à l'immigration et je lui dis, écoutez, vous m'avez pas rendu ma pièce d'identité. Il me dit, je l'ai pas. Donc là, j'essaye de lui dire qu'il l'a mis dans sa poche, mais sans l'accuser. Donc je lui dis, écoutez, je pense, sans faire exprès, vous l'avez peut-être mis dans votre poche, quoi. Il me dit, non, je peux peut-être vérifier. Et là, il regarde et il me dit, en effet, et puis il me rend la pièce sans justifier. Bon, c'était très douteux, on met pas une pièce dans sa poche comme ça.
Donc là, j'ai dit, bon, écoutez, j'y vais, j'ai mon bus, hein, on va pas parler toute la journée. Et je repars en courant et j'arrive noyé de sueur au bus qui m'avait attendu. Et là, je prends du recul après, je me dis, ah ouais, là, en fait, je viens de rentrer dans une base au milieu de nulle part, en courant comme ça, en plus, dans des zones où c'est assez tendu, donc faut se méfier. Et là, oui, là, c'était chaud. Et même après, je me suis dit, la prochaine fois, je descends même pas. Je laisse, c'est la pièce d'identité, c'est pas le passeport. Parce que si le bus m'attendait pas, je me demande qu'est-ce qui se serait passé après. Peut-être rien, hein, peut-être qu'ils étaient honnêtes. Enfin, à partir du moment où on te prend ta pièce d'identité de cette manière, je doute de l'honnêteté, tu vois. Donc, on est d'accord. Et puis dans une base au milieu de rien, parce qu'il n'y avait pas de village à côté, rien. Donc, sur c'est la jungle, je me dis, bon, c'est pas un endroit où j'ai envie de rester, tu vois. Donc voilà, ça m'a. Après, j'étais collé à mon passeport. Hein, Une autre belle aventure. Oui, voilà, fallait que ça m'arrive. Pour une fois que je laisse mon passeport, Donc, il y a eu beaucoup de contrôles, en tout cas. Et 5 minutes après, j'étais encore contrôlé. Donc, il y a eu que ça tout le long de en tout cas, dans ce bus-là, il y a eu que ça, que des contrôles. Mais on m'a dit que c'est normal dans Chiapas, voilà, qu'il y a beaucoup d'immigration, des gens, d'Amérique centrale qui montent vers le Mexique et dans le but de rejoindre les États-Unis. Donc, il y a énormément de contrôle, mais aussi de la corruption aussi, donc faut faire attention. Et donc suite à ça, donc l'aventure continue direction à la ville de Tuxtla où je suis allé visiter le canyon de Sumidero. Donc là c'est pareil un endroit merveilleux. Donc là avec un bateau on se retrouve au milieu d'un canyon où on voit des animaux, des crocodiles en plus, plein de choses. Donc vraiment merveilleux, un endroit que je conseille dans l'état de Chiapas. Donc après, l'état de Chiapas en soi, j'ai beaucoup aimé. C'est très naturel, très très sauvage. C'est juste que voilà, il faut faire attention. Mais très 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 joli. Par contre, oui, très chaud, très humide. La jungle, hein, donc voilà, faire un peu attention. Et suite à ça, je suis allé vers l'état de Oaxaca. Donc Oaxaca, qui est sur la côte sud-ouest, on va dire. Qui a la réputation d'être très connu pour sa gastronomie en fait au Mexique. On dit que c'est l'endroit où on mange le mieux. J'ai l'impression qu'on mange bien dans tous les cas partout au Mexique. mais du coup à Oaxaca, je suis allé à la capitale qui s'appelle Oaxaca tout simplement. Très jolie ville, très colorée. Le marché, je le conseille. Comme tous les marchés du Mexique où on mange très bien, mais celui-là particulièrement en Oaxaca qui est incroyable. En plus, il mange à n'importe quelle heure. J'ai même appelé, je me souviens de mon oncle en visio pour lui montrer qu'il était 9h30 au matin, ils étaient en train de faire des barbecues dans le marché, en train de manger. Ils mangent toute la journée ici, c'est incroyable. Ils s'arrêtent jamais, donc il y a toujours cette odeur, et si on est gourmand, comme moi, où on se laisse emporter vite par une odeur, voilà, on prend du poids très vite. Donc, très jolie ville de Oaxaca. J'en ai profité pour aller passer une journée dans le village à côté, Mazatlán, qui est la capitale, en tout cas appelée la capitale du mezcal. Donc le mezcal, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un alcool local. Donc il y a la tequila qui est connue en Europe. Oui. Et le mezcal qui est fait justement à partir des mêmes plantes. Après c'est le procédé qui est différent. Et la plante qui s'appelle donc l'agave ou le maguey aussi, ils peuvent l'appeler, et produisent donc le mezcal à partir de ça. Donc j'ai passé une bonne après-midi dans les distilleries. Donc là, le résultat était pas le même en fin de journée, mais c'était chouette parce que je suis allé donc à part les grands bus pour les longs trajets, ici ils ont ce qu'ils appellent les collectivos. Donc c'est des minivans pour certains endroits. Parfois c'est des fourgonnettes où on est à l'arrière sur un banc de fortune, on va dire. Donc c'est très niveau de sécurité, c'est moyen. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de siège. Donc, okay. Donc il y a soit des vannes où là en effet il y a des banquettes ça, ou sinon voilà, des fourgonnettes, tu sais les fourgonnettes de fermiers en fait, comme on peut voir en France, mais voilà, à l'arrière on est soit debout ou soit même sur l'appui sur la marche pour rentrer dedans, donc on accroche à l'arrière. Pas mal ou aussi. même parfois des taxis en fait, c'est des taxis qu'on partage avec des gens. Okay. Donc souvent quand j'allais visiter les petits
point autour des endroits principaux que je faisais. Je me déplaçais avec les collectivos. Et c'est une expérience très locale et en même temps, on se rend compte vraiment de l'état d'esprit du Mexicain où on prend le temps parce qu'il n'y a pas d'heure fixe pour les collectivos. C'est pas on y va et voilà, il passe à cette heure-là. C'est va à cet endroit, le collectivo, il va passer. Okay. À un moment, il passe. Et, tu développes le faire confiance et tu développes le patience. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les grandes villes, tu as des collectivos qui vont être organisés, où là, c'est des compagnies donc de transport qui le font, et d'autres endroits où en fait, c'est des locaux en fait simplement qui passent avec leur fourgonnette et tu payes quasiment rien. Et donc c'est pour ça que t'as pas une heure fixe en fait. Et tu sais pas à quel moment jusqu'à quelle heure tu peux revenir. Enfin, donc voilà, faut anticiper un peu le temps un peu perdu, on va dire, dans les collectivos. Mais c'est une très bonne expérience locale. Il y a rien de tel. Donc, pour la petite anecdote, au retour justement des distilleries, donc je parlais avec un local, donc on parlait du mezcal, tout ça, et je lui ai dit, écoutez, là il fait nuit, et souvent quand je m'aventure dans des endroits qui sont loin de mon hôtel, j'évite de rentrer quand il fait nuit, et surtout que j'en avais aucune idée comment rentrer en plus, donc j'étais à 1 heure, on va dire, de la ville où j'étais, et donc je lui parle, il me dit non, rassure-toi, je vais te trouver un taxi, un collectivo, il y a aucun souci. Il me dit, moi je veux pas qu'on arnaque les touristes, donc t'inquiète pas, je vais te mettre dans un taxi, il y aura pas de problème. Et là on me met justement dans un taxi donc qui a partagé, et pour te dire à quel point ils partagent, c'est-à-dire qu'ils étaient 2 à l'avant sur le siège passager. Donc ça peut être très gênant parce que c'est quelqu'un que tu connais pas, donc suffit que t'es assis, et en fait du coup j'ai une photo où il y a le chauffeur qui est sur la moitié de son siège. Il y a quelqu'un qui est quasiment sur le frein à main et l'autre personne sur l'autre partie du siège. Donc et tu conduis 1 heure comme ça, et je me dis, donc là, tu connais pas cette personne, mais en tout cas, tu es très proche de cette personne. Tu crées des liens. Ouais, tu crées des liens. Ouais. Celui qui est pas tactile, franchement, je le conseille pas. Mais du coup, on était 6 dans un petit taxi, quoi. Donc, donc c'est bonne expérience. Et donc, suite à Oaxaca, donc à la ville de Oaxaca, je suis allé vers alors j'ai visité aussi le Hierve-Lagua, donc un lieu pas trop connu du tourisme aussi. Donc un lieu naturel où en fait tu as une cascade qui est un peu figée en fait, donc il y a et selon les saisons, et tu as des piscines naturelles en fait en haut de la cascade, donc avec vue sur la vallée, sur les montagnes, donc magnifique aussi, je le conseille. C'est un peu folklorique pour y arriver, puisque on peut y arriver qu'en collectivo ou si on loue une voiture, et c'est une route de pierre. Enfin, suite à des conflits entre les communautés, maintenant c'est une route un peu montagneuse et un peu de pierre, et puis on a assis à l'arrière sur la sorte de banquette, et on voit le vide en fait tout le long, donc c'est une bonne expérience. J'imagine. Mais ça vaut le coup, l'endroit vaut le coup. Et suite à cela, je suis parti donc voir les plages du côté donc de Oaxaca, de l'état de Oaxaca, donc entre donc les plages de Mazunte, Zipolite et Puerto Escondido, donc des plages beaucoup moins touristiques, on va dire, que les plages du Quintana Roo, il y a Cancun, tout ça. Mais très joli, et puis l'eau n'est pas froide, il fait du grand soleil. On peut surfer sur ces plages-là, qui sont réputées pour le surf, et une ambiance un peu hippie autour de la ville de Mazunte. Beaucoup de jeunes voyageurs du monde qui se retrouvent là, et très très bonne ambiance, et très cool, un peu plus naturel, un peu plus sauvage. Je suis resté 4-5 jours dans ce coin-là. Et on était dans la période de fin décembre en termes de température. Quand tu dis l'eau elle est pas froide, on est dans des températures qui ressemblent à quoi? Là, en température extérieure, il faisait toujours autour de 30 degrés. Waouh, ok. Donc honnêtement, sur toute cette première étape du voyage, j'étais toujours en tongs, torse nu, short, ou alors une petite chemisette ouverte, mais il faisait toujours très très bon. Mais par contre, comme il fait un peu humide aussi, parce que tu as beaucoup de jungle dans ce coin-là, du coup, tu as énormément de moustiques, et tu transpires pour rien, quoi. Enfin, t'as très chaud, donc dans tous les auberges que j'ai fait, il y a des moustiquaires. Selon la qualité de l'auberge, que j'ai fait des auberges qui n'étaient pas incroyables, dont une où j'ai été réveillé par un gros cafard sur ma tête en pleine nuit. Ça donne envie, ça. Pas très cool. Donc, il fait très beau.
Et comme on fait tout en live et on cache rien, on n'en a pas parlé avant. Noël, c'est dans cette période-là ou tu l'as fait ailleurs voilà, En fait, le but, c'était que je rentre justement pour D'accord. passer Noël avec mon ami, ma Oui, c'est filleule vrai. et puis C'est la vrai. famille C'est vrai. de Ouais. mon ami. Donc c'est pour ça que j'étais un peu tenu par le temps où Mhm. il fallait que je rentre pour ces dates-là. Et du coup, après ces jours sur les plages de l'État de Oaxaca, donc là, le but c'était de remonter vers. Alors d'ailleurs, c'est dans le sens inverse en plus. Je me suis un peu confondu, mais c'est après ces plages, je Mhm. suis allé vers la capitale donc de Oaxaca. Et suite à ça, je suis allé dans l'État de Puebla. Alors Puebla, où il y a deux volcans monstrueux. Enfin, il y a beaucoup de volcans dans cette région-là, la Mhm. région de Puebla, mais il y en a deux qui sont très connus et qui sont nommés selon les anciens dieux des peuples anciens. Donc, il y en a un qui est encore actif. Et donc, j'ai visité un village qui était à côté de Puebla, un village d'Atlisco. D'ailleurs, on voit le volcan qui domine le village au loin. Donc, très impressionnant. Et à savoir, le volcan s'élève à 5400 mètres, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, c'est D'accord. un beau bébé, on va Ouais. dire. On va dire ça. Et donc moi, je suis allé sur celui à côté, parce que celui-ci, il est interdit, l'ascension est interdite. Et je suis allé sur celui d'à côté. Donc là, j'ai loué une voiture juste pour y aller, parce que les collectivos, il y en a pas pour y aller. En partant de Puebla, en tout cas, en fait, on peut soit partir de Puebla ou de la capitale. Mais comme j'étais pas à la capitale, donc c'était plus compliqué pour accéder là-bas. Donc je pouvais prendre un taxi, mais on m'avait dit, par contre, tu n'auras pas de taxi pour rentrer. Je me suis dit, on va louer une voiture pour une journée et on ira là-bas. Et donc, je suis allé là-bas. Le but, c'était pas de faire l'ascension jusqu'au sommet. Enfin, j'aurais bien aimé. Mais comme j'étais pris par le temps, Mhm. et monter à cette altitude d'un seul coup trop vite, ça peut être dangereux. Comme je l'ai rencontré dans un ancien Oui, épisode, effectivement, pour effectivement. rappeler, Je sais plus quel pour- numéro c'est, mais effectivement, attention, pas aller trop vite. Les paliers, c'est important. Voilà, c'est si on ça. résume un petit peu. C'est ça. C'était un périple au Pérou. Voilà, pour ceux qui sont C'est curieux. ça. Effectivement, effectivement, tu as raison. Et du coup, je me suis dit, bon, en tout cas, j'avais vu qu'il y avait quand même il y avait plusieurs paliers. Donc, je me suis dit, bon, bah, ce serait bien d'aller jusqu'au troisième palier. Et c'est le dernier avant d'atteindre après le sommet. Et c'est un palier qui s'élève à 4500 mètres, quelque chose comme ça. Donc, moi, bah, voilà, hein, je me suis dit, on va aller le faire. Sauf qu'en fait, je me suis un peu trompé. J'ai fait un mauvais choix. C'est-à-dire qu'on peut soit partir d'un parking qui est tout en bas, Mhm. ou un parking qui est intermédiaire et qui est là. Souvent, les gens campent à cet endroit-là et après font l'ascension le lendemain. Sauf que moi, je suis parti de tout en bas, ce qui rajoute 6 km, on va dire, de marche. C'est pas mal. Oui, et Mhm. surtout que j'avais pas fait de marche depuis que je suis là, vraiment. Donc, moi, je me suis dit, bon, ça, je peux aller faire 10 km, plus le retour 20 km. Rassure-moi, t'avais pas les tongs. Non, 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 là, j'étais là. Non, c'était au cas où. Non, 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 là, j'étais équipé, surtout qu'en Ah, plus, ben, vu l'altitude, il fait froid, donc oui, oui. les températures peuvent être négatives. Donc, non, non, là, je suis parti équipé. Bon, il y avait grand soleil, tout ça. Donc, la marche se passe très bien, sauf que je me rends compte après que, une fois que je passe le premier palier, en tout cas où tout le monde campe, là, après, c'est vraiment beaucoup plus dur au niveau de l'ascension. Mhm. Enfin, si on part de là, me serais senti un peu plus à l'aise. Mais là, comme j'avais déjà plusieurs kilomètres dans les jambes, Oui. ça a commencé à peser. Et en fait, de monter d'un coup aussi comme ça au niveau de l'altitude, il y a un moment où je commençais à avoir mal à la tête. Ouais. Euh, et il y a un jeune qui me croise, parce qu'il voyait que je faisais beaucoup de pauses, je soufflais beaucoup. Il Mhm. m'a dit, allez, il te reste pas grand-chose pour aller au prochain palier. Je lui dis, oui, mais là, je viens de tout en bas. Il me dit, oui, ben, va au palier, tu redescends après, hein, t'aventures pas trop. Et en fait, je suis même pas allé au troisième palier, je suis allé jusqu'au deuxième, parce que Ouais. j'étais vraiment épuisé. Mhm. Et même il restait pas grand chose pour le troisième, mais c'était beaucoup plus dur. Donc, non, je me suis Et t'étais à quelle hauteur déjà là sur ce 4, troisième? 4200, Ah. quelque chose comme ça. Donc, Le mec a fait le Mont Blanc et puis il dit ouais, je suis un peu fatigué. Oui, normal. après, voilà, j'ai pas eu non plus enfin, l'ascension n'était pas, à part on va dire les 4 derniers kilomètres, oui, là, ça monte vraiment bien. Mais les premiers kilomètres, ça monte tout doucement. Enfin, mais tu le Oui, sens au final. Hein, c'est oui, 6 oui. kilomètres où tu montes, tu le sens. Donc au final, ça m'a fait une marche. Enfin, la descente, je suis redescendu du coup tout le long. Et en plus, la température baissait, parce qu'il allait faire nuit. Donc je crois que quand je suis revenu à la voiture, il faisait 1 degré, 1 ou 2 degrés. Et puis 21 kilomètres dans les jambes, là, j'étais rincé. Franchement, j'en pouvais Je plus. comprends. Je comprends. Et après, je reprends la voiture où du coup, ben, je passe par une grosse forêt pour aller jusqu'à la ville. Et il y avait
Normalement, c'est 1h30 de route, sauf qu'en fait, ben, là, comme il fait nuit, et c'est une route de pierre dans un premier temps à travers la forêt, du coup, ben, tu fais attention, j'ai pas envie de tomber en panne là au milieu de rien. Dans la nuit, tout seul, je suis bon, on y va doucement, et mais j'avais une grosse migraine quand je suis rentré, et c'est là où ça m'a rappelé le Pérou. Oui, oui. Et je me suis dit, bon, la prochaine fois, tu fais plus ça, tu prends le temps, tu campes. Mais comme j'avais pas ma tente, en fait, c'est pour ça que je pouvais pas non plus camper. Ouais. Et donc voilà, je me suis dit la prochaine fois, tu fais ça bien et tu t'aventures pas comme ça. Voilà, ça m'a un petit rappel à l'ordre, on va dire. Et suite à ces volcans, là, je suis allé à Tepoztlán, un petit village qui est connu et réputé, en tout cas par les Mexicains. C'est un petit village qui est au flanc dans le bas d'une grande falaise entre les montagnes aussi, très très charmant, très très joli, qui est à 1h30, je pense, de la capitale, au sud de la capitale. Donc là, j'ai passé une journée et demie, parce que là, je commençais à être un peu pris par le temps. Et la dernière étape avant de rentrer, ce qui ne devait pas être la dernière étape d'ailleurs, c'était la ville de Taxco. Donc on m'en a dit du bien et je me suis dit, bon, on va aller faire cette ville. Et contrairement à toutes les autres villes mexicaines, Taxco n'est pas colorée comme les autres. Donc là, c'est une ville toute blanche. Okay. Donc tout est blanc et en fait c'est sur une montagne, donc magnifique. Juste quand je suis arrivé en bus, je me suis dit waouh, très 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 joli. Et en fait toutes les rues dans la ville, ça monte, ça descend, donc faut préparer les mollets. Ouais. Et vraiment super ville. Et au final ça m'a tellement plu, je suis resté 3 jours à Taxco, 3-4 jours, et je me suis dit bon, à partir de Taxco je rentrerai directement à Querétaro. Ouais. Parce que je me plaisais, je suis allé visiter les eaux, comment ça s'appelle, les puits bleus, les Pozos Azules. Donc c'est pas trop connu du tout d'ailleurs, même parce que j'étais quasiment tout seul là-bas, et c'est toutes des piscines en fait au milieu de la montagne, des piscines naturelles, transparentes, et avec des petites cascades, endroit merveilleux. Donc je conseille vraiment cet endroit. Et Taxco, oui, c'est une ville qui est connue en fait pour les mines d'argent. Donc il y avait beaucoup d'argent qui est extrait de cette région, et il y a même une mine préhispanique qui est en fait sous la ville, sous un hôtel, qui a été découvert de manière très aléatoire justement par des gens de l'hôtel. Et en fait, en dessous de l'hôtel, donc il y a une ancienne mine, on exploitait, en tout cas les peuples anciens exploitaient, donc il y avait de l'argent, de l'or. Donc super intéressant à voir, et très 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 jolie ville que je conseille. Et suite à ça, du coup, suite à Taxco qui était la dernière étape, retour à Querétaro pour passer du coup les fêtes à Querétaro. Ok, un vrai road trip, si on peut dire. Très intense, même limite trop intense en fait, parce que c'était énormément de choses, des grandes distances. Donc les transports m'ont beaucoup fatigué, surtout qu'il y a eu beaucoup de transports qui se sont faits de nuit. Et si on dort pas, le lendemain, on commence à visiter déjà dès le lendemain quand on arrive, en fait, on perd une nuit de sommeil. Donc très fatigant, très intense, mais ça donne envie de voir plus du Mexique. Franchement, c'est un pays, je me suis régalé pendant ce mois. Il y a tellement de paysages différents, et de la culture incroyable, la gastronomie incroyable, et puis l'histoire des peuples anciens, des Mayas, vraiment, vraiment génial à voir, en fait. Et les locaux, les gens m'ont accueilli, j'ai eu aucun problème avec les gens, toujours très accueillants, toujours serviables, à aider dès qu'ils peuvent. Franchement, super. Top. Et donc, là, il y a une étape importante, c'est celle de fêter Noël au Mexique. Je suppose que tu as connu d'autres Noëls à différents endroits dans le monde. Comment ça s'est passé ce Noël? Alors en fait, Noël, donc on est allé dans la famille du coup d'Andrea, donc la partenaire de mon ami. Donc ils ont un ranch en fait entre Querétaro et la capitale, donc entre la Mexico City. Et donc il y a un ranch qui est au milieu de nulle part en fait. Donc ils ont l'habitude d'aller fêter Noël là-bas avec ses cousins et sa tante qui vivent là-bas. Donc on est allé là-bas, et c'est en fait ce qui est marrant, c'est ce qui m'a surpris le plus, c'était la différence. Alors je sais pas après si tous les Mexicains le font de cette manière, mais en tout cas dans sa famille, ils le fait de manière très simple en fait. Moi je m'étais mis un peu de pression avec mon ami, qu'est-ce que je peux ramener pour sa famille, tout ça. Et elle m'a dit non mais ils s'en foutent totalement, c'est-à-dire qu'il faut le temps que tu es là et qu'on partage le moment ensemble, c'est le principal. Et en fait, j'ai vu ça juste par le repas. C'est-à-dire que nous, en France, on est très organisé. Il y a 1000 entrées. Et là, non, là, ils ont rien à manger. Moi, j'avais cuisiné des ficelles picardes.
pour cuisiner Bien ouais, quelque chose de bien français, bien, enfin en tout cas de notre région, pour leur faire découvrir ça. Et mon ami a fait des pâtes carbonara. Enfin, et du coup il y avait un peu de, voilà, on met toute la nourriture sur la table et c'est très désorganisé en fait. C'est-à-dire c'est ouais. pas structuré comme nous. Il n'y a pas une étape apéro. C'est voilà, tu bois ce que tu veux, tu manges ce que tu veux au moment que tu veux. Et et c'est très simple. Et en fait, j'ai adoré parce qu'il y a aucune prétention derrière. Le but, c'est juste de se retrouver ensemble, passer un bon moment. Mais c'est énormément de nourriture, mais en peu de temps. Ok. et, et donc, voilà, super chouette, très bien accueilli par sa famille. L'endroit est merveilleux, dans la campagne, très calme. Et le lendemain, on est allé faire une marche tous ensemble, voilà, autour du ranch, dans la campagne. Et super agréable. Et puis ça s'est terminé avec des tacos faits au barbecue le lendemain. Donc ouais, vraiment vraiment génial. Vraiment c'est très très différent. Je dis pas qu'il y a pas des produits qui manquaient bien français, Bien sûr. mais j'ai aimé le fait que voilà, il y avait pas de prétention, que ce soit un moment simple et tout autant convivial en fait. Ok. Et il y a une nouvelle étape dans ton parcours et dans ton aventure, c'est que tu t'es retrouvé, je sais pas combien de temps après Noël, tu t'es retrouvé infecté par le Covid. Oui, oui, oui. Alors en fait, nous, après Nouvel An, à savoir ce que je n'ai pas précisé, c'est que quand je suis reparti à Querétaro, du coup, j'ai retravaillé dans l'hôtel. Exact. Voilà. Jusqu'à maintenant, je suis censé être à l'hôtel, mais du coup, comme tu viens de le dire, je suis en isolement. Donc, oui, comme il y a une vague un peu enfin, comme partout dans le monde, hein, mais là, en tout Oui. cas, ça a commencé à arriver à Querétaro. Et à savoir, chose que je n'avais pas dit, que j'avais un peu caché à ma famille aussi, c'est que j'ai rencontré quelqu'un ouais, depuis 3 mois quasiment. D'accord. Ouais, cachotier. Et, Alors, il y a un moment, tu as dit on a loué un truc, je me suis dit, bon, il y a des choses qui font que le on, peut-être qu'il y avait un partenaire ou quelqu'un, un copain ou autre, et non, voilà. non, même pas en plus. Là, j'étais tout seul pendant le mois de Ah, voyage. bah, J'étais ouais, bah, donc tu vois, tu prends le réflexe de parler de on, alors. c'est ça, c'est là le problème. Et, et en fait, bon, c'était un peu caché, c'est-à-dire comme voilà, c'est ma vie privée, j'avais pas forcément, même de Bien ma famille, sûr. j'en avais pas spécialement parlé, mais cette personne m'a contaminé, donc Ah, ce sont des choses qui puisque arrivent. oui, ça arrive. Enfin, en tout cas, elle était malade et elle avait fait un test qui était négatif, donc Mhm. on s'est pas inquiété. Sauf que moi, quelques jours après, j'étais malade. Elle avait encore une toux, et moi, j'ai fait un test qui s'avérait positif. Et forcément, et elle a refait un test qui était positif aussi. Ok, Et forcément, moi, comme je dors à l'hôtel, ben, c'était hors de question que je reste à l'hôtel. Même bien si sûr. la patronne de l'hôtel m'a dit, écoute, tu peux t'isoler à l'hôtel sans problème. Je dis non, je me sentirais trop Ouais. coupable s'il arrive Mhm. quelque chose. Surtout que j'avais travaillé quand même ce jour-là avec mes collègues. J'avais même Mhm. servi le petit déjeuner. Donc, je me sentais vraiment pas bien du tout, Mhm. parce que je pensais pas que c'était ça. Du coup, ben, ma copine qui elle est en colocation, pareil, pas l'idéal. Donc, on s'est isolé à deux. Elle a un appartement en fait dans la capitale. D'accord. Donc moi qui avais pas envie de voir la capitale, qui m'intéressait pas spécialement du tout. Bah, Du maintenant tu la connais. coup, du coup voilà, on s'est isolé là. Et là, au moment où je te parle, on est encore du coup à la capitale. Et du coup, ben c'est expérience particulière puisque ben c'est vivre ensemble d'un seul coup avec quelqu'un à très peu de temps, donc pendant une dizaine de jours dans la capitale, donc qui est méga polluée, qui est énorme, la capitale de Mexico. On voit pas le bout. Mhm. Là, voilà, la chose intéressante, en tout cas, elle a un appartement qui est très confortable. Et puis voilà, on est à deux, on se soutient. Donc elle, ça va. Moi, j'ai eu des jours un peu plus compliqués. Mhm. Où même ma respiration, je la sentais pas très régulière, donc ça Ouais. m'inquiétait un peu. Mais là, ça va mieux. Et on refait un test lundi. Donc là, au moment où je parle, on est dimanche. Donc demain, Ouais. on fait un test. Ok. Et si c'est négatif, on repartira vers Querétaro. Ok. Donc, est-ce que, en étant loin de la France, tu t'es un peu inquiété un moment où quand tu avais ta respiration qui, tu t'es dit si je dois aller enfin si ça va trop loin, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est toujours la question qu'on peut se poser en étant loin de la France, hein, c'est qu'on on est bien loti en France, on s'en rend pas compte, on se plaint, mais on est bien loti quoi en termes de soins.
C'est clair, c'est clair. Alors après, honnêtement, moi, je suis pas du genre à m'inquiéter généralement Ouais. quand j'ai soucis de santé. Enfin, là, quand j'ai eu la fièvre, tout ça, je me dis bon, ben, la fièvre, ça va passer, ça va se Ouais. calmer. La fatigue dans le corps, bon, c'est tout le monde dit que voilà, ça fatigue le Covid. Mais en fait, j'ai mon nez qui était bouché, ma gorge qui était bien infectée, et du coup, je sentais que je respirais pas de manière très fluide. Et là, oui, ça m'a un peu inquiété parce que là, apparemment, ça touche un peu la respiration. Donc j'étais un peu inquiet. Il y a un docteur qui est venu nous voir Mhm. et qui m'a dit ça va, c'est pas les poumons, c'est dû à ta gorge. Donc c'est un peu rassuré. Et puis après il nous a fait une ordonnance et voilà, on se soigne. Donc une fois que ma gorge s'est améliorée, là ça m'a rassuré. Mais c'est vrai que ça m'a un peu inquiété. Bon. Après honnêtement, à ce moment-là, je pense même pas être loin de la France ou pas. C'est juste que Ouais. tu t'inquiètes pour ta santé. Ça, j'aurais été en France, j'aurais été inquiet de la même manière, tu vois. Ok. Mais forcément, c'est plus rassurant quand on connaît le système de la santé en France, contrairement à d'autres pays. Mais voilà, ça a été, et c'est le principal. Mais forcément, oui, ça s'inquiète un peu. D'ailleurs, j'ai même pas prévenu toute ma famille pour pas Je me inquiéter. doute. Voilà, J'ai prévenu mes parents, mon Mhm. oncle et ma grand-mère qui forcément, mais j'ai pas voulu alarmer tout le monde. Oui, sachant que comme on sait pas ce que ça donne comme suite, il vaut mieux attendre la fin et puis dire voilà, je suis passé par là, puis point. C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, c'est après, je dis pas non plus que je respirais pas, mais je sentais que Mhm. j'étais très essoufflé au moindre, je faisais un mouvement, j'étais très essoufflé et je respirais pas de manière très fluide. Donc c'était un peu, je m'inquiétais forcément, mais voilà, ça va mieux et euh, et le tout, c'est en plus, c'est que dans une semaine, je suis censé partir du Mexique. Exact, c'est vrai. Je partirai en fonction du test premièrement Oui. et aussi si je me sens d'aplomb, quoi. Mhm. Parce que je suis quand même assez fatigué encore. Ouais, ouais. Donc, le but, c'est pas d'entamer un mois de voyage intense en étant fatigué, sinon ça va ça va me ruiner niveau physique. Et donc, non, j'ai envie d'être au top pour entamer ce nouveau mois de voyage. Normal. Bah écoute, ce sera l'occasion justement d'en reparler dans un prochain épisode, d'échanger ensemble sur la suite, savoir un petit peu où t'en es et autres. Donc on va se dire à très bientôt. Et puis le meilleur message que j'aurais à te dire, c'est rétablis-toi bien. Merci Fred, et puis à bientôt tout le monde. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.